Donc nous passons au digestif concernant ce post-ASCO 2020 avec le professeur Ducreux et le docteur David Malka. Et je crois qu'on a de bonnes nouvelles à entendre. On commence, David, avec les cancers du rectum. Oui, on a choisi de se concentrer sur le cancer colorectal dans les cancers digestifs. On fera une petite incursion dans l'estomac, mais pas plus, parce que c'est vraiment dans le cancer colorectal et singulièrement dans le cancer du rectum qu'on a fait des progrès qui changent les pratiques cette année. Et donc on a deux grandes études qui ont été rapportées, notamment la première étude qui est l'étude de Rapido, qui est une étude essentiellement européenne et notamment néerlandaise. On sait que dans le cancer du rectum, les deux grands progrès qui ont permis d'améliorer le pronostic et notamment la récidive locorégionale, la faisant passer de presque 20% à 5% actuellement, c'est d'une part l'irradiation préopératoire et d'autre part une chirurgie experte avec excision totale du mésorectum. Pour la radiothérapie, on peut faire soit une radiothérapie hypofractionnée, 5 x 5 grès, ce qui est beaucoup pratiqué notamment par nos collègues néerlandais et scandinaves, soit un fractionnement étalement classique sur 5 semaines ou 5 semaines et demie, radiothérapie à laquelle on associe une chimiothérapie. Et la question de la chimiothérapie post-opératoire adjuvante est loin d'être réglée dans le cancer du rectum, contrairement au cancer du côlon. Alors, qu'est-ce qu'a essayé de faire l'étude Rapido? Eh ben, justement, de comparer la radiochimiothérapie classique, suivie de la chirurgie, symbolisée sur le graphe du haut par ce petit bistouri, et ensuite une chimiothérapie post-opératoire à base d'oxaliplatine et de fluoropyrimidine, tout à fait classique et optionnelle, puisque dans le cancer du rectum, elle est considérée comme optionnelle. Et dans le bras expérimental, radiothérapie courte, hypofractionnée, suivie de la chimiothérapie, donc qu'on positionne en préopératoire, avec l'idée qu'on puisse faire un TNT, un traitement néoadjuvant total, et donc s'affranchir des difficultés à faire la chimiothérapie en post-opératoire chez des gens qui ont été fatigués par la radiothérapie et la chirurgie. Et donc, résultat de cet essai, alors d'une part, les patients ont des tumeurs relativement avancées, hein, un tiers de T4, deux tiers de N2, ce sont des vrais cancers localement avancés. Globalement, on a plus de réponses pathologiques complètes, qui était un critère de jugement important dans le cancer du rectum en général, dans cette étude en particulier, dans le bras expérimental. Un peu plus de rechute locale, comme on va le voir, puisque le taux de récidive est numériquement un peu plus élevé. Dans le bras expérimental, on est à 8,7%. On est à 6%, ce qui est classique dans le bras contrôle. Donc on ne réduit pas le risque de récidive locale, peut-être qu'on l'augmente un peu, mais ce n'est pas significatif. On réduit le risque d'apparition de métastases, hein, 20 versus 27% à 3 ans. On n'améliore pas la survie globale, mais on est encore précoce, hein. Et le temps jusqu'à échec du traitement, symbolisé sur ce graphique, est significativement meilleur dans le bras expérimental, et c'était le critère de jugement principal de l'étude. Donc l'étude est positive. Donc on va se dire, ben voilà, un nouveau standard, une radiothérapie facile à faire, courte, une chimiothérapie facile à faire, et tout ça fait mieux que la radiochimiothérapie classique, puis la chirurgie. Très bien. On pourrait en rester là, sauf que la tolérance peut poser un peu problème parce que, évidemment, comparer la chimiothérapie préopératoire, post-opératoire, ça peut poser des soucis. Euh, Est-ce que la chirurgie est aussi facile? Oui, ça a l'air. Mais enfin, quelques interrogations sur la capacité des patients à supporter ça. Et ça, c'est attesté par le fait qu'il y a quand même un peu plus de morbidité, un peu plus de chirurgie, amputation, Hartmann, et puis un peu plus de récidive locale. Donc, ça a l'air simple sur le papier, ça ne l'est peut-être pas si forcément en vrai. Deuxième interrogation des observateurs, c'est que la méthodologie a été un peu tortueuse dans l'étude et ils ont changé pas mal de fois leurs hypothèses statistiques, leur design, etc. Donc il faudra juger avec plus de données publiées.
Et puis, il y a l'autre étude. Peut-être avant qu'on y passe, c'est une étude académique, Ouais, j'imagine. Ouais. Gros effort quand même. Enfin, il y avait 800, 900 ouais, patients, quelque ouais. chose comme ça. C'est quoi? C'est une étude européenne, américaine ou International. internationale? International, avec notamment les Pays-Bas, il y a d'autres pays Ouais, très européens. drivé par les Hollandais, ouais. Oui, oui. Euh, Pas très américaine, pour tout D'accord. dire. Mais oui, c'est une grosse étude, hein, 900 patients dans le C'est cancer du rectum, impressionnant. c'est beaucoup. Vas-y, je t'ai coupé sur la deuxième Non, étude. je t'en prie. La deuxième étude, elle est aussi sur le cancer du rectum. Elle est française. C'est l'étude de Prodige 23, pilotée par Thierry Conroy. Et cette étude pose aussi la question du traitement préopératoire, avec là pour le coup une radiochimiothérapie classique, fractionnement étalement classique, une chimiothérapie post-opératoire qui devait être à base d'oxaliplatine et qui était choisie par le centre. Le centre devait toujours faire la même chose, et puis de fluoropyrimidine. Et puis le bras expérimental qui, lui, a positionné avant la radiochimiothérapie, je dis bien avant, et radiochimiothérapie classique, il n'y a pas de radiothérapie courte dans cette étude, une chimiothérapie intense, puisqu'il s'agissait d'un schéma FOLFIRINOX, donc une triple chimiothérapie. Est-ce qu'on peut avoir les diapos, s'il vous plaît? Voici le schéma. Donc vous voyez, hein, radiochimiothérapie classique, chirurgie et capecitabine ou Folfox au choix du centre. On devait s'y tenir pendant toute la durée d'étude. Et puis bras expérimental, 3 mois de FOLFIRINOX, donc 6 cures. Radiochimiothérapie pareil, chirurgie pareil. Et là, cette fois-ci, 3 mois en post-opératoire plutôt que 6. Critère principal, survie sans maladie. Alors les patients sont des T2, T3, T4 pour à peu près un patient sur 6, sont pratiquement tous N+, 20, à peu près un quart ont une marge latérale prédite inférieure à 1 mm, ce qui est un critère pronostic fort dans le cancer du rectum. Et vous voyez dans la distribution à côté qu'il y a un peu plus de patients qui ont du mal à avoir toute la séquence dans le bras expérimental, mais pareil pour la chirurgie, pareil pour la résection R0, R1, une réponse pathologique complète plus que doublée dans le bras expérimental, hein, 28% versus 12%, et pas de différence sur le nombre de patients pour avoir une chimiothérapie adjuvante, hein, 70% versus 69%. L'étude est positive sur son critère de jugement principal, la survie sans maladie, avec un hazard ratio assez cliniquement pertinent, à 0,69. Vous voyez qu'on est à 76% de survie sans maladie à 3 ans versus 69%. Donc c'est significatif. C'est significatif aussi sur la survie sans métastase, ce qui est très important si l'on pense qu'à peu près 5 patients sur 6 qui doivent décéder d'un cancer du rectum le font par récidive métastatique. Donc c'est tout à fait encourageant. La tolérance est correcte, elle est celle attendue avec du FOLFIRINOX. On peut avoir 3 mois de FOLFIRINOX, puis une radiochimiothérapie, puis une chirurgie, puis 3 mois de chimiothérapie adjuvante. Ça paraît faisable. On remarquera que dans cette étude, il n'y a pas de différence sur le taux de récidive locale, mais il paraît un peu, enfin, il est numériquement moindre dans le bras FOLFIRINOX, autour de 4 à 5%, ce qui pourrait être un avantage en cross-comparaison d'études avec Rapido, ce qu'il ne faut jamais faire évidemment, mais ce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, comme tu sais. Donc voilà. Alors Rapido versus Prodige 23, vrai débat. Et dans les deux cas, est-ce que finalement le standard ne change pas avec une chimiothérapie qui devient plus précoce, quelles qu'en soient les modalités? Ah, probablement qu'on va de plus en plus aller vers le traitement néoadjuvant total, quelles qu'en soient les modalités. Il y aura des centres qui feront du Rapido, d'autres qui feront du Prodige 23. Il y avait d'autres études qui militaient en faveur du traitement néoadjuvant, notamment l'étude d'Oprah dans ce congrès. Ça a plein d'avantages. Il va falloir sans doute bien définir les objectifs. Est-ce qu'on veut éviter les métastases? Est-ce qu'on veut diminuer les récidives locales? Est-ce qu'on veut préserver le sphincter? Est-ce qu'on veut préserver le rectum, c'est-à-dire avoir se passer de la chirurgie, par exemple? D'autres questions peuvent se poser, hein. Les scénographes français actuellement se posent la question de ne pas faire de radiothérapie grâce à une chimiothérapie intensifiée préalable.
Donc ça bouge beaucoup dans le cancer du rectum et on est de plus en plus multimodal pour avoir moins de métastases, moins de récidive locale et moins de traitements éventuellement à complications, c'est-à-dire l'irradiation ou la chirurgie. Super. D'autres abstracts que tu avais sélectionnés? Pour le cancer du rectum, non, C'est pas mal. mais j'ai souhaité vous parler d'une molécule qui a été testée dans 2 cancers digestifs. On est content d'avoir les premiers résultats. C'est une molécule que connaissent bien nos petits collègues de la scénologie notamment. C'est la DS6201, donc le trastuzumab deruxtecan, si je peux avoir la diapositive. Voilà, donc le trastuzumab deruxtecan, comme vous pouvez le deviner, c'est un anticorps anti-HER2, le trastuzumab, bien connu, qu'on conjugue à une chimiothérapie, un inhibiteur de topoisomérase, le deruxtecan. Et il suscite beaucoup d'intérêt parce qu'il paraît non seulement capable de bien fonctionner chez les patients qui ont une tumeur surexprimant HER2 fortement, mais aussi peut-être chez ceux qui sont dits HER2 faibles, c'est-à-dire IHC2+ avec amplification négative ou IHC une croix. Et ça paraît aussi capable de fonctionner chez des patients qui ont déjà été pré-traités et ont échoué les anti-HER2. Alors là, on a eu, je vous ai mis le poumon par comparaison en bas, mais on a eu les cohortes colorectales et gastriques de l'étude Destiny, qui sont toutes les deux des phases 2. Pour le côlon, c'est une phase 2 monobras. 20% des patients avaient été traités au préalable par anti-HER2. Alors l'amplification HER2 dans le côlon, c'est pas très fréquent, hein, c'est à peu près 5% des patients maximum. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les patients ont un très fort taux de réponse à 57% pour les IHC 3+, qui est assez impressionnant pour des patients lourdement pré-traités. En revanche, on est un peu déçu des patients à expression plus faible, puisqu'on est à 7,7% et même 0% dans les IHC low classiques. Donc on ne va pas avoir de larges prescriptions de cette molécule au sein de nos patients avec cancer colorectal. Mais probablement que les vrais HER2 positifs côlon tireront un bénéfice de cette molécule. L'estomac, c'était une phase 2 randomisée. Les patients avaient reçu au moins 2 lignes. Ils avaient tous reçu du trastuzumab, donc tous échappé au trastuzumab. C'est d'autant plus intéressant dans l'estomac et pertinent que, contrairement à d'autres modèles tumoraux, les anti-HER2, y compris en combinaison après progression sous trastuzumab en première ligne, ne fonctionnent pas. Il y a plusieurs essais négatifs. Et donc on attendait de voir ce qu'allait donner cette nouvelle molécule. Et en fait, le taux de réponse dans les patients clairement surexprimés est très impressionnant, 51%. On n'a pas encore les résultats dans les HER2 low. C'est suffisamment intéressant pour envisager d'ores et déjà un futur standard. Et c'est d'ailleurs publié dans le New England depuis aujourd'hui. Super. J'allais te poser la question en termes de développement pour des situations aussi rares. Est-ce qu'il va falloir attendre un essai randomisé? Est-ce que ces données ou des données équivalentes prospectives non randomisées suffiront? Je pense que ça peut varier selon le côté de l'Atlantique où on est. Je parlais pour l'Europe, bien sûr. Ouais. Pas l'Europe, hein, comme dirait notre bien-aimé directeur Jean-Charles Soria, hein, les Américains traitent, les Européens randomisent. Je pense que l'étude Keynote 177 que Michel va présenter dans les Colombiens MSI est une bonne illustration de cette problématique. Là, on aurait tendance à penser que la preuve de concept est faite. Un patient résiste au trastuzumab, a échappé au trastuzumab, on le traite par un autre anti-HER2 de façon randomisée et ça fonctionne. Ça pourrait suffire à beaucoup de pays. Est-ce que ça suffira à l'Europe? À voir. Merci David. Il me semble qu'il y avait une présentation de digestif en plénière et que les résultats étaient assez sympathiques. Tu nous en dis un mot, Michel? Oui, oui, absolument. Je vais en dire un petit mot, je vais même en dire un long mot, mais d'abord je vais parler d'un autre changement dans nos pratiques de tous les jours qui concerne l'étude de Beacon. Il faut que
Alors l'étude Beacon, on l'avait déjà vue à l'ESMO, on l'avait vue également au départ à l'ESMO GI. C'est une étude qui s'intéresse aux cancers du côlon métastasés qui ont une mutation de RAF. Et on sait que ce sont des cancers extrêmement graves puisque le pronostic de ces patients est resté en situation métastatique en médiane d'à peu près 1 an. Donc il y avait besoin chez ces patients-là de véritables innovations thérapeutiques. Et on est quand même assez content là de voir que la médecine personnalisée commence à prendre sa place dans le traitement du cancer colorectal métastasé. Donc en particulier par cette étude Beacon, puisque chez des patients qui avaient reçu une première ligne de chimiothérapie, ils recevaient soit un bras comparatif un peu standard qui était irinotecan cetuximab ou folfiricétuximab, ou un doublet qui était l'encorafenib, un nouvel anti-RAF associé au cetuximab, ou une triple thérapie ciblée avec de l'encorafenib, du binimetinib, un anti-MEK qui est censé bloquer un peu mieux la voie d'activation RAF, la voie MAP kinase, et le cetuximab. Et les résultats de cette étude, on le savait, sont positifs. L'étude est globalement positive. Ce qu'on a vu à l'ASCO, c'est assez intéressant, c'est l'actualisation des résultats de survie globale qui montre qu'en fait, avec la double inhibition, cetuximab et encorafenib, on fait à peu près la même chose qu'avec la triple inhibition, ce qui est intéressant pour 2 raisons essentielles. D'une part, parce qu'on n'augmente pas le coût, on n'est pas obligé de donner 3 molécules à ces patients, mais on ne leur donne que 2 molécules. Et d'autre part, parce qu'évidemment, on a un bénéfice qui est un bénéfice net en survie globale. On double pratiquement la survie globale. On a des hazard ratios qui sont très bons dans ces études. Et on le fait sans considérablement aggraver la toxicité. Et vous voyez aussi qu'en termes de réponse objective, on a des résultats qui, pour ce type de patient, avec un taux de contrôle tumoral qui est un taux de contrôle tumoral important, alors qu'on a affaire à véritablement des maladies qui sont extrêmement agressives, en particulier quand on se trouve en situation de seconde ligne, comme c'est le cas pour cette étude. Voilà les résultats dont je vous parlais en termes de toxicité. Je ne vais pas rentrer dans le détail car je n'en ai pas le temps, mais on voit très bien que la double association est tout de même nettement moins toxique que la triple association. Et donc, c'est le laboratoire Pierre Fabre qui est à l'origine de cette molécule, va demander une AMM européenne et ça, clairement, cela doit devenir cette association encorafenib-cetuximab doit devenir le standard de traitement pour nos patients en 2e ligne après échec. En général, en France, on a tendance à faire une triplette, un folfirinox plus bevacizumab en 1re ligne. Alors voilà la fameuse Keynote 177 dont David a déjà parlé, sur laquelle tu m'as interrogé, Karim. Alors c'est évidemment une étude extrêmement intéressante. Ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il quelque part, c'est dommage, il a fallu attendre des résultats de cette étude randomisée pour qu'on puisse espérer avoir en Europe accès à l'immunothérapie pour ces patients. Alors, de quoi parle-t-on? On parle de patients qui ont un cancer colorectal métastasé avec une instabilité des microsatellites. Ça, il s'agit tout le monde le sait maintenant, il s'agit d'un pourcentage de patients qui est relativement faible. C'est 20% à peu près des patients opérés avec une maladie locale, c'est 5% des patients métastasés. Et dans cette étude, en 1re ligne, ces patients métastasés, qui ont tout de même une assez mauvaise survie parce que c'est agressif quand ça devient métastasé, eh bien ces patients, ils étaient randomisés entre une chimiothérapie au choix, c'était un doublet de chimiothérapie, une thérapie ciblée au choix, du cetuximab ou un anti-angiogénique, versus simplement le pembrolizumab. Et les résultats sont donc très positifs. Ils ont été présentés en plénière. Je ne détaille pas les caractéristiques cliniques des patients qui étaient parfaitement équilibrés entre les 2 bras, en particulier le nombre de patients qui avaient une mutation BRAF qui était de l'ordre de 20% à peu près. Et vous voyez, ces résultats sont tout de même extrêmement intéressants. Ils sont intéressants numériquement, avec un nombre de réponses objectives qui est nettement supérieur quand on utilise le pembrolizumab versus la chimiothérapie. On a 11% de réponses complètes, ce qui est un très beau chiffre pour du cancer colorectal, et on a un pourcentage de progression qui est très modeste. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la durée de réponse. Et là, on se retrouve dans le cancer du côlon avec une situation qui est proche de la situation que connaissent tous nos collègues, dont on est un petit peu jaloux à force, que ce soit pour l'urologie, avec tous les résultats que vous avez dans le domaine des immunothérapies, le mélanome, le poumon, etc. On a des durées de réponse qui sont prolongées, et on peut espérer qu'on
qu'on a un plateau, qu'on guérit quasiment des patients qui sont dans cette situation métastatique. Quelque chose qui est retrouvé en survie sans progression, avec là encore une différence de survie sans progression qui est majeure, un P qui est très significatif, encore une fois un plateau. Là, je voudrais insister sur le tout début de cette courbe qui est intéressante, c'est-à-dire qu'on a quand même un certain nombre de patients qui sont des progresseurs rapides, et pour le coup, les progresseurs rapides nous échappent. Quel que soit le traitement, que ce soit en chimiothérapie ou que ce soit en immunothérapie, il y a encore des patients qui vont nous échapper. Mais pour ceux qui répondent à l'immunothérapie, ils ont une très longue survie sans progression et on arrive à les contrôler. Et on retrouve ce qui a été observé dans tous les essais qui comparent en frontline une chimiothérapie versus une immunothérapie. Clairement, la tolérance de l'immunothérapie est bien meilleure que la tolérance de la chimiothérapie. Même si on n'utilise pas dans le cancer colorectal métastasé des chimiothérapies très agressives, il y a un bénéfice absolument indiscutable en termes de tolérance. Donc c'est véritablement un changement des pratiques et on espère avoir très rapidement accès au fin beau. J'allais te poser la question, est-ce que ces données vont permettre enfin non seulement une AMM, mais un accès rapide, un remboursement dans nos pays européens dans cette indication? Alors écoute, l'agence européenne avait dit qu'elle attendait les résultats d'une étude randomisée, contrairement à ce qui a été fait par les Américains qui, sur des études, les études basket avec des bons résultats, avaient en transtumorale accordé une autorisation de mise sur le marché pour le Pimbro quand il y avait une instabilité des microsatellites. L'agence européenne avait dit « Ah ben non, nous, il nous faut des résultats d'une étude randomisée ». Maintenant, ils les ont, donc la balle est dans leur camp. Et en attendant, est-ce que ça passera par une ATU en France? Ben, on peut l'espérer, on peut l'espérer. Okay. Bon, vraiment d'excellentes nouvelles. Pour le digestif et tout particulièrement à travers cette étude. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup.